Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à cette nouvelle séance sur l'évolution du climat et de l'océan. Cette semaine, en fait, je vais vous parler plus précisément d'accélération du retrait des calottes continentales pendant la déglaciation. Mais en même temps, il y a des aspects, comme vous allez le voir, qui sont tout à fait importants pour ce qui se passe actuellement. Alors, la semaine dernière, j'ai un peu illustré le propos en vous montrant les résultats en fait, de nos recherches sur l'évolution du niveau de la mer depuis 20 000 ans, depuis le dernier maximum glaciaire, avec plusieurs sites, et en particulier le site de Tahiti. Donc ça, c'est une vue, encore une fois, que vous avez vue à plusieurs reprises, notamment parce que je l'ai déjà utilisé pour la partie Holocène, mais qui va pratiquement jusqu'à 20 000 ans avant le présent, le dernier maximum glaciaire, avec un niveau marin qu'on a vu la semaine dernière plus précisément, qui est de l'ordre de moins 120 mètres par rapport à l'actuel. Alors, ce que je ne vous ai pas précisé la semaine dernière et que l'on va voir en fait aujourd'hui, c'est que pendant toute cette période en fait de la déglaciation, depuis ce minimum en fait qu'on n'a pas réussi à obtenir directement pour Tahiti, mais on l'a vu pour d'autres sites. Je vous ai expliqué pourquoi. Et je vous ai dit qu'en fait, eh bien, on avait donc une déglaciation qui commençait vers 20-21 000 ans avant le présent. Et ce que l'on va voir cette semaine, c'est qu'en fait, pendant cette période de déglaciation, en fait, il y a eu une énorme accélération. Tous les chiffres là, que vous avez ici sont exprimés, en fait, représentent en fait la pente, le taux d'augmentation du niveau de la mer. Alors, donc une remontée du niveau de la mer avec une accélération vers 14 500 ans avant le présent, que vous voyez ici, avec des taux de remontée qui sont exprimés ici en millimètres par an, depuis donc, ce maximum glaciaire vers 21 000 ans. Jusqu'à l'actuel. Donc on voit cette accélération avec une période, en fait, ensuite pendant la déglaciation, avec des taux d'augmentation de l'ordre d'une dizaine de millimètres par an, mais un taux vraiment très important pendant cette accélération. Alors, je vous l'ai dit, en fait, les recherches se poursuivent. Il y a une partie de l'équipe du laboratoire CEREJ, qui est mon laboratoire en fait, à Aix-en-Provence, qui est actuellement à Tahiti et qui fait d'autres forages. Et on continue aussi au laboratoire à travailler en fait, sur ces échantillons, notamment les carottages qui avaient été réalisés dans le cadre de ces grands programmes internationaux, en particulier financés par un grand programme qui s'appelle IODP, de forage offshore. Et donc nous continuons en particulier à travailler sur non seulement les coraux, mais aussi d'autres organismes fossiles dans les carottes, plus difficiles à dater, parce que ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, non seulement on a un problème chronologique, il faut qu'on date les archives qui représentent le niveau marin, mais en plus, il faut être sûr de leur représentativité du niveau marin, qui dépend en fait finalement d'aspects biologiques, notamment pour les coraux, mais pas que. On a vu aussi qu'il y avait d'autres organismes que l'on pouvait utiliser, alors qui présentent d'autres difficultés pour les datations, mais qui sont tout à fait intéressants, en particulier ce que l'on appelle les algues corallines et des mollusques, des gastéropodes, qu'on appelle les vermets, qui sont des mollusques fixés, qui sont encore plus finement représentatifs du niveau marin. Mais ils sont beaucoup plus rares et plus difficiles à dater. Là, c'est juste un petit exemple, justement, encore une fois, une photo sous-marine pour vous montrer la biodiversité qu'on peut rencontrer dans un récif actuel dans le Pacifique. Et d'autre part, un échantillon, alors j'aurais dû mettre une échelle ici, c'est un zoom en fait sur une partie d'un échantillon qui fait à peine 1 centimètre avec des différentes phases, le corail ici, les croûtes algaires qui sont des algues rouges, mais encore une fois fossiles, on ne voit plus que du blanc, il n'y a plus de pigments, bien évidemment, et ce petit tube ici correspond justement à ces fameux gastéropodes très restreints au point de vue de leur bathymétrie, paléobathymétrie, qui sont des vermets. Et donc, il y a très peu de matériaux à dater. Il n'est pas possible non plus de les dater avec la méthode uranium-thorium qui est la plus juste et la plus précise, mais on peut dater avec les outils que je vous ai illustrés la semaine dernière, notamment avec des très faibles quantités, on peut quand même dater avec le radiocarbone. Alors ici, c'est juste un petit exercice qui vous montre, en fait, là, j'aurais dû vous dire qu'en fait, cette accélération du niveau de la mer, eh bien, elle se passe entre un peu plus de 100 mètres et pour s'accélérer pendant quelques siècles, on ne sait pas exactement, ou moins d'un siècle, jusqu'à pratiquement 80 mètres, 90 mètres de profondeur, donc une accélération on va voir de l'ordre d'une quinzaine de mètres en l'espace de quelques décennies ou peut-être 1 ou 2 siècles. Et ici, vous avez des datations sur ces fameux vermets dans un échantillon au-dessus
88 mètres, et en dessous, dans la carotte, qui correspond à moins 105 mètres. Et donc, vous voyez que pratiquement, il y a la datation. Ici, ce sont des datations au radiocarbone brut. Donc, en fait, il faudrait ajouter, en gros, 2000 ans pour les calibrer, donc pour retrouver, en fait, les 14 500 ans que l'on obtient avec l'uranium-thorium. Mais bon, c'est juste pour illustrer un peu les choses. On peut aussi se contenter de regarder la correspondance entre les deux datations, qui ne va pas changer ensuite, puisque après calibration, on va toujours obtenir le fait que pratiquement les deux échantillons, au-dessus et en dessous, sont quasiment synchrones. On arrive à peine à les distinguer avec le radiocarbone dans cette gamme d'âge. Donc vraiment quelque chose qui est un événement vraiment très important, une fonte très rapide que l'on a baptisé Meltwater Pulse 1A, parce que ça correspond effectivement à une fonte très importante, un pulse important, daté vers 14 500 ans, comme je vous l'ai montré, par uranium-thorium, sur les coraux de Tahiti. Alors, lorsque l'on fait une compilation de tous les enregistrements du niveau marin de par le monde, j'ai un peu illustré les différents sites la semaine dernière, tous ces enregistrements et qu'on les met sur une même échelle de temps, eh bien on obtient ce type de compilation que je vous ai déjà montré, avec le niveau marin qui va jusqu'à 120 mètres de profondeur, les milliers d'années qui défilent de gauche à droite, depuis moins 120 mètres jusqu'à l'actuel, et de façon tout à fait caractérisée, vers 14 500 ans, tous les enregistrements continus sur cette période de temps montrent cette accélération du Meltwater Pulse 1A. Notamment les enregistrements de Tahiti, de la Barbade, que nous avions utilisés. Je vous ai parlé aussi du plateau de la sonde, Sunda Shelf. Et alors, par contre, là, ces enregistrements ne contiennent pas justement ce Meltwater Pulse 1A parce que leur plage temporelle ne le permet pas. Mais je vous avais parlé aussi du golfe de Bonaparte au large de l'Australie et les forages qui avaient été effectués par une équipe américaine au large de la Nouvelle-Guinée, mais qui n'allait pas au-delà de 13 000 ans. Donc en fait, ils n'ont pas pu identifier cet événement, mais en tout cas, tous les enregistrements qui documentent cette période montrent justement une accélération. Alors encore une fois, on voit qu'il y a du bruit. Alors une partie de ce bruit, je vous en ai déjà parlé, mais encore une fois, on va le revoir à plusieurs reprises. On va voir que ça, même dans les prochains cours, à un moment quand j'aborderai les relations avec l'homme préhistorique, vous allez voir qu'en fait, il faut même s'occuper de géophysique lorsqu'on parle de peuplement américain en particulier, ou autre. Donc nous verrons cela par la suite, mais donc on en revient aussi toujours à ces problèmes de déformation de la Terre au cours du temps. Comme je vous l'ai montré, en fait, lorsque les énormes calottes de glace qui étaient situées sur le Canada, sur la Scandinavie et autres fondent, eh bien, il y a une déformation, une remise en forme de la Terre, pas seulement là où il y avait les calottes de glace, mais à l'échelle mondiale. Et donc, ça a des influences. On a vu que le dernier maximum glaciaire, sa cote exacte n'est pas égale partout. Il faut savoir où l'on se place. Et donc, on peut à la fois faire des simulations pour comprendre pourquoi il y a une différence de profondeur de ce maximum glaciaire suivant l'endroit géographique où l'on se place sur la planète. Et donc, c'est lié aux anciennes positions des calottes de glace, en particulier de cette énorme Laurentide, 4 km de glace sur le Canada, qui avait formé un bourrelet tout autour. Donc en fait, le maximum glaciaire était moindre sur toute la périphérie, mais une périphérie très, très étendue, plusieurs milliers de kilomètres. Et de façon équivalente, on a exactement le phénomène opposé, qui est que le maximum glaciaire était plus important en Polynésie. La profondeur était plus importante. Donc c'est ça qui explique en partie la dispersion que l'on voit. Alors on peut à la fois étudier chaque site en particulier avec de la modélisation pour essayer de voir les différences, ou bien on peut faire une correction isostatique en fait, et c'est ce qui a été fait sur ce diagramme. Par exemple, là c'est le même diagramme, mais avant et après correction de l'effet du réajustement isostatique viscoélastique lent de la Terre pendant toute la déglaciation. Donc on voit que la dispersion est un peu moindre. C'est pas ça qui explique toutes les différences, mais en tout cas, on retrouve encore une fois, même après ces corrections de réajustement isostatique, on retrouve toujours ce maximum glaciaire ici vers 120-130 mètres et une accélération correspondant à ce fameux Meltwater Pulse 1A, avec encore une fois une vitesse de remontée qui est
assez difficile à évaluer, puisque justement les chronomètres nous montrent que c'est quasiment instantané, mais encore une fois, une quinzaine de mètres en l'espace de quelques siècles, ça fait des remontées qui sont de l'ordre d'une quarantaine de millimètres par an, donc des taux de remontée qui sont colossaux si on les compare avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est important. Alors, ce n'est pas les mêmes phénomènes, on n'est pas en période de déglaciation, mais c'est important, c'est intéressant, et en fait, c'est aussi une des justifications de toutes ces études, c'est de pouvoir étudier des événements du passé qui documentent des accélérations de la fonte des calottes de glace, parce qu'à l'heure actuelle, on est en phase de fonte des calottes de glace, comme vous le savez. Ici, c'est une évolution actuelle. C'est deux panneaux en fait, qui résument les données actuelles depuis un siècle avec les marégraphes qui nous servent depuis plus d'un siècle. Alors, il y a peu de marégraphes qui remontent au XIXe siècle. Il y en a quelques-uns, en particulier, il y en a deux. Enfin, il y en a un à Brest qui remonte très loin. Il y a celui de Marseille qui remonte aussi à la fin du XIXe. Donc, ces marégraphes documentent en fait l'augmentation du niveau de la mer qui est liée à la fois à la dilatation thermique, l'expansion océanique, mais aussi à la fonte des calottes de glace. Enfin, à l'heure actuelle, donc c'est Antarctique et Groenland. Et depuis le début des années 90, on a maintenant accès à des données encore plus précises, cartographiées à l'échelle de la planète, qui sont liées aux satellites altimétriques, avec, à l'heure actuelle, une remontée qui est de l'ordre de 3 mm par an. Ça a même accéléré récemment, donc on est plutôt vers 4 mm par an. Donc mais quelque chose qui est important, mais qui est un ordre de grandeur. 4 mm par an, c'est exactement 10 fois plus faible que ce que la Terre a vécu pendant cet épisode de fonte importante qui s'appelle le Meltwater Pulse 1A, vers 14 500 ans avant le présent. Donc un intérêt indéniable de ces recherches aussi pour essayer de comprendre ce qui va se passer, parce que, comme vous allez le voir aujourd'hui, en fait, la fonte d'une calotte de glace, c'est quelque chose qui est compliqué, qui peut s'accélérer. Ce n'est pas uniquement un phénomène de production d'eau de fonte et de ruissellement sur la surface de la calotte. Il y a des phénomènes d'accélération, et c'est vrai aussi pour le futur. Ici, ce que j'ai rappelé, là, c'est directement issu du dernier rapport du GIEC. Ce sont les différentes évolutions futures, les différentes projections suivant les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Ici, vous retrouvez en fait ces différentes émissions avec à la fois des émissions optimistes ou des émissions, on va dire, pessimistes ou plutôt réalistes, puisqu'elles correspondent finalement à la consommation de fuels fossiles et aux émissions actuelles qui sont de l'ordre d'une douzaine de gigatonnes de carbone par an, et je dirais qu'on n'en sort pas pour l'instant. On est toujours avec ces émissions qui ne baissent pas. Et donc, on a, comme vous le savez, des projections qui oscillent entre les estimations avec des émissions optimistes et des émissions réalistes ou pessimistes, si on veut le dire comme ça. On varie entre 0,5 et 1 mètre. Et il y a aussi des estimations, alors qui sont avec des modélisations en fait, qui présentent aussi des instabilités des calottes de glace, en particulier de la calotte de l'Antarctique, comme on va le voir. Et dans le cadre justement de ces... Alors, il s'agit d'accélérations qui peuvent intervenir, qui sont peu probables, c'est ça qui est directement indiqué dans le rapport du GIEC pour ce graphique, une probabilité. Il s'agit de la courbe ici exprimée en pointillé qui montre un scénario peu probable d'accélération de la fonte généralisée des calottes de glace, en particulier de celle de l'Antarctique, avec ici, en fin de siècle, une évolution qui irait pratiquement jusqu'à presque 2 mètres au point de vue de la variation du niveau marin. Donc, encore une fois, on n'est pas du tout on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur, 15 mètres versus ici, on a une échelle sur le dernier siècle d'évolution qui est en millimètres. Donc ici, on a eu une évolution mesurée avec les marégraphes et les satellites altimétriques qui est de l'ordre de 20 cm sur le siècle.
mais une accélération qui va intervenir parce que les phénomènes qui sont liés aux calottes de glace présentent en fait une inertie très importante. Il faut imaginer que ce sont un peu comme des paquebots très importants, mais quand on commence à déstabiliser ces calottes de glace, eh bien, lorsque les choses sont dans le tuyau, elles vont arriver. Et donc on projette en fait une accélération de cette fonte et peut-être des instabilités, des accélérations qui sont liées à la dynamique de la glace, beaucoup plus compliquée que ne l'est une fonte qui serait faite uniquement par production d'eau de fonte en surface de la calotte. Alors on peut essayer d'avoir une perspective encore plus longue justement de ces aspects à long terme, à la fois dans le passé et dans le futur. C'est ce qu'on avait fait avec des collègues. On avait publié ce papier en 2016 où on essayait de faire justement un parallèle entre ce qui s'était passé pendant la déglaciation. Ici, vous avez une échelle de temps à la fois dans le passé et dans le futur pour les prochains 10 000 ans. Donc au lieu de regarder uniquement le prochain siècle, qui est intéressant, qui concernera nos enfants ou petits-enfants, mais encore une fois, on est dans le cadre du GIEC, on est toujours, ou des projections à court terme, on est toujours en train de regarder ce qui va se passer soit en 2050, soit en 2100. Là, il s'agissait d'une projection, de regarder ce qui allait se passer à l'échelle de 10 000 ans, des prochains 10 000 ans. Alors on peut se dire, bon, c'est pas très important les prochains 10 000 ans, mais ce qui est quand même fondamental à avoir en tête, c'est que les modélisations en fait sur 10 000 ans montrent qu'il y aura une déstabilisation et qu'en particulier les grandes calottes de glace, notamment la calotte du Groenland, ne sont pas stables avec l'effet de serre actuel qui va augmenter encore avec nos émissions. Donc on a un phénomène de fonte qui va être très important. Ici, vous avez une échelle là qui est la même pour le coup, hein, à la fois pour le passé et pour le futur. Et vous voyez que l'évolution ici à 10 000 ans, eh bien, on a des chiffres qui évoluent entre 20 mètres et 50 mètres. Alors encore une fois, le forçage principal, eh bien, c'est l'effet de serre qui peut se résumer de façon assez simple en gigatonnes de carbone cumulées. C'est ça qui a été fait dans ce diagramme. Ici, donc, les 4 simulations qui vous ont présenté sont à la fois un scénario, on va dire, assez pessimiste, très pessimiste, avec une évolution à 10 000 ans de l'ordre de 50 mètres qui serait liée au fait que les sociétés humaines ne sont absolument pas raisonnables et vont tout faire pour extraire le maximum de carbone fossile et émettre, en tenant compte en fait des stocks existants de carbone fossile à l'échelle de la planète, et des scénarios plus raisonnables qui sont les scénarios hauts d'émissions actuelles, mais quand même sur des échelles de temps très longues, une évolution qui est indéniable avec des évolutions sur 10 000 ans qui seraient de l'ordre d'une vingtaine de mètres. Alors encore une fois, sur le prochain siècle ou les prochaines décennies, on peut rester entre guillemets tranquille, ça ne va pas évoluer au-delà de 1 ou 2 mètres, mais sur ces échelles de temps, on voit très bien qu'en fait, la stabilité même de ces calottes de glace, en particulier de la calotte du Groenland, est remise en cause à l'échelle, pour des échelles de temps importantes. Donc ça, sont des modélisations, encore une fois, beaucoup de choses peuvent intervenir dans le futur, mais lorsque l'on tient compte uniquement des émissions et qu'on les exprime en gigatonnes de carbone cumulées, eh bien, la stabilité de nos calottes de glace actuelles est remise en cause. 1280 gigatonnes de carbone cumulées, c'est guère plus que le double de ce que nous avons déjà fait. Si on fait un historique depuis le début de l'ère industrielle, lorsqu'on chiffre les émissions, eh bien, on est pratiquement à 700 gigatonnes de carbone en tonnes de carbone cumulées depuis le début de l'ère industrielle, injectées sous forme, bien évidemment, de gaz carbonique. Donc ce scénario bas qui évolue à 10 000 ans à 20 mètres n'est pas aussi irréaliste que cela. Alors, revenons à la déglaciation, en fait, qui est malheureusement, qui est en fait une des seules périodes en fait où l'on peut effectivement documenter ces accélérations du niveau de la mer liées à des déstabilisations des calottes de glace.
alors qui ont eu lieu pour des raisons totalement naturelles, dans ce cas-là, qu'on comprend relativement bien, qui sont liés à l'orbite terrestre, on en a déjà parlé, et à des phénomènes d'accélération, aussi aux gaz à effet de serre, à la déstabilisation du cycle du carbone, mais tout ça étant naturel, mais c'est la même Terre, les mêmes enveloppes, et donc c'est pour ça que c'est important en fait, de regarder cette déglaciation, et en particulier cet épisode d'accélération du Meltwater Pulse 1A. Alors, la première, encore une fois, je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, la première étude avec des datations absolues justes avec de l'uranium-thorium, c'est celle que nous avions faite il y a maintenant plus de 30 ans, et qui montrait, à partir de plusieurs carottages au large de l'île de la Barbade, une remontée depuis le maximum glaciaire vers 120 mètres jusqu'à l'actuel, et une accélération. Alors ici, tout était exprimé en centimètres par an. Donc, il faut multiplier par 10 pour obtenir des millimètres par an. Donc, on était toujours vers 37 millimètres par an ici. Mais donc une accélération qui avait lieu vers 14 000 ans, en fait. Et quand on compare ça avec Tahiti, je vous l'ai représenté encore aujourd'hui, eh bien, il y a un décalage, 14 500 et pas 14 000. Enfin, la Barbade, on a 14 000 et à Tahiti, on est plutôt à 14 500. Et dans les autres sites aussi, on est plutôt à 14 500. Et à ce niveau de géochronométrie, en fait, on est sûr en fait, de la différence d'âge. C'est-à-dire que la précision des âges de ces objets géologiques, des coraux fossiles, elle est maintenant de quelques dizaines d'années. Donc, un décalage de 500 ans, c'est énorme. Hein, c'est pas du tout lié aux datations. Et il est clair qu'on ne peut pas maintenir, enfin c'est l'un ou l'autre, on ne peut pas maintenir une différence de niveau de la mer telle entre la Barbade et le Pacifique. Donc clairement, il y a aussi un problème encore qui reste à résoudre de chronologie de cet événement, soit 14 000, soit 14 500 ans avant le présent. Et donc c'est quelque chose qui fait partie en fait des recherches en cours. Alors, je vous ai dit qu'on travaillait dans les Caraïbes essentiellement à l'aide d'un corail particulier que l'on retrouve, qui était le corail le plus abondant avant sa quasi-extinction, j'en ai encore parlé aussi, Acropora palmata. Et ces coraux, donc, qu'on a pu forer et dater, eh bien, les études ont été complétées sur les mêmes carottes et en prélevant d'autres carottes. Ici, ce que je vous montre, en fait, c'est une vue un peu actualisée de ces recherches en fait, sur la remontée post-glaciaire du niveau marin pour le site de la Barbade, avec toujours le niveau de la mer jusqu'à 110-120 mètres. Alors là, c'est les données brutes, donc elles ne sont pas corrigées de l'effet isostatique. Donc on est à des cotes ici de l'ordre de 110 mètres à la Barbade. Et le temps exprimé ici en milliers d'années BP avant le présent. Tout étant fondé sur les datations uranium-thorium ou les âges carbone-14 calibrés. Alors ce que l'on voit ici, c'est juste les données les plus actuelles, qui ont été publiées ici en 2006 en fait, d'autres coraux obtenus dans les mêmes carottes, une carotte offshore, une autre carotte, en particulier une carotte intermédiaire sur un récif en noyer que je vous avais montré qui est situé à moins 40 mètres de profondeur, et pour des profondeurs un peu moindres, une autre carotte essentiellement. Bon, il y a d'autres sites, mais essentiellement on retrouve en fait ces mêmes carottages. On voit aussi qu'il y a une discontinuité de l'information, tout étant daté en fait, sur cette fameuse espèce fossile Acropora palmata. Ici, on n'a pas d'information. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de carottage, ou qu'il n'y avait pas mais il n'y avait pas apparemment de coraux suffisamment abondants. Enfin, il n'y avait pas dans ces carottes de coraux Acropora palmata suffisamment abondants pour obtenir des datations dans cette gamme d'âge. Mais on est sûr en fait de la succession stratigraphique dans cette carotte, fameuse carotte 9 au large de la Barbade. Et ce que l'on voit, en fait, c'est que les nouvelles datations confirment en fait, les précédentes, et pour montrer en fait, cette accélération qui est plutôt située vers 14 000. Ce que j'ai représenté ici en pointillé, donc on a publié dans le cadre de ce qu'on avait fait pour Tahiti en 2012, eh bien, c'est que on peut voir ce décalage. Il y a quelque chose qui est problématique, parce que même si l'amplitude est à peu près similaire entre la Barbade et Tahiti, on a ce décalage de 500 ans qui ne peut pas être lié à la précision de nos chronomètres. Alors, un des soucis, j'en ai encore une fois déjà parlé la semaine dernière, c'est qu'on est complètement tributaire
de l'information bathymétrique liée à ces fossiles. Dans les Caraïbes, le meilleur indicateur du niveau de la mer, c'est cette espèce Acropora palmata qui, avant qu'elle soit décimée, occupait pratiquement la crête récifale entre 0 et 5 mètres. Mais on a vu que c'était, je vous ai montré, que c'était une espèce en fait qui a certaines particularités, qui a une sexualité un peu exceptionnelle parmi les coraux. Elle se reproduit essentiellement par bouturage, et donc ce qui est très bien pour coloniser un récif horizontalement, mais qui, très probablement, est pas du tout optimal lorsqu'il y a une remontée importante. Et donc l'hypothèse, en fait, c'est que pendant cette remontée importante du niveau de la mer qui a eu lieu vers 14 500 ans avant le présent, ces coraux d'Acropora palmata de la Barbade n'ont pas réussi à suivre le niveau de la mer et ils ont vécu finalement à des profondeurs encore importantes, plus importantes que ne laisse le supposer leur présence actuelle dans le récif. Et ici, j'avais rappelé ça aussi, que aujourd'hui, cette espèce, quand on peut l'observer dans certaines zones, là, il s'agissait d'observations que j'avais faites pour l'île de Saint-Martin, dans le parc marin de Saint-Martin, où l'on rencontre en fait cette espèce aussi pratiquement à 12 mètres, et il est probable en fait que pendant la déglaciation, pendant ces augmentations importantes, eh bien cette espèce vivait un peu plus en profondeur. C'est ça qui doit expliquer le décalage. Donc ici, c'était une photo du parc marin où il y a des essais en fait de bouturage pour essayer de reconstituer le récif. Bon, donc, encore une fois, une indication qui est à la fois fiable chronologiquement, mais qui a certaines incertitudes, en particulier pendant l'augmentation du niveau de la mer. Nos indicateurs ne sont probablement pas aussi fiables pendant les périodes très dynamiques. Alors, c'est ça qui expliquerait en fait ce décalage, donc des coraux ici qui auraient vécu à une profondeur de plus de 10 mètres en tout cas. Alors, dans ces forages, il est possible aussi d'aller plus loin dans les analyses et d'analyser d'autres coraux. J'en ai déjà parlé aussi, mais ici, donc, je complète avec les données telles qu'elles sont actuellement. Les données sur ces forages qui ont été obtenues au large de la Barbade, en fait, quand on les complète avec d'autres espèces, donnent des choses un peu plus complexes. Ici, vous avez toujours cette carotte 9, avec les fameux coraux Acropora palmata, et dans la même carotte, au-dessus, il y a d'autres espèces de coraux, des coraux en particulier de cette espèce-là, Montastrea annuaris, qui est une espèce qui ne vit pas de façon aussi restreinte par rapport au niveau de la mer que peut le faire Acropora palmata, quels que soient les défauts qu'elle a. Cette espèce-là est beaucoup plus ubiquiste, et on la rencontre dans la même carotte, pour des profondeurs beaucoup plus importantes, synchrones en fait d'autres carottes qui sont situées à beaucoup plus, avec un niveau de la mer beaucoup plus haut. Alors c'est vrai aussi pour cette carotte ici. Vous voyez qu'il y a un point ici qui est sur la continuité stratigraphique de cette carotte, qui correspond à aussi des coraux d'une autre espèce. Donc ici, juste jusque-là, il s'agit d'Acropora palmata, et au-dessus, dans le carottage, on observe une autre espèce, moins restreinte au point de vue de sa bathymétrie. Alors ça devient assez compliqué, mais c'est ça en fait, que l'on observe. Donc la complexité des choses, il faut l'envisager. Et alors tout ça, alors on pourrait se dire, mais ici, là, il y a un désaccord total entre vos informations sur le niveau de la mer. Ça ne peut pas être à la fois 85 et moins 60 mètres. Eh bien, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au même moment, il y avait offshore, pour la carotte située la plus offshore, des coraux situés à beaucoup plus grande profondeur, d'une espèce particulière, alors que le niveau de la mer a été effectivement beaucoup plus haut. Il était vers 60 mètres ou 70 mètres pour cette période-ci. Donc il faut effectivement essayer de comprendre cette complexité en étudiant la stratigraphie de ces différents carottages. Alors, une façon de le faire de façon imagée, c'est de faire des simulations de la construction d'un récif. J'en avais déjà parlé lorsque j'ai essayé de vous montrer comment on pouvait obtenir des informations
au-delà, plus anciennes que le dernier maximum glaciaire. Je vous avais dit qu'avec ces simulations, on voit tout à fait bien que, en fait, il va falloir aller carotter très profondément et obtenir des informations sur des coraux qui vivaient à une profondeur intermédiaire, supérieure, enfin, avec un niveau marin moins profond que le dernier maximum glaciaire. Mais pour des âges beaucoup plus reculés, il faut en fait les obtenir dans des carottages en dessous d'une discontinuité stratigraphique qui est matérialisée ici. Donc je vous avais parlé de cela lorsqu'on a essayé de remonter dans le temps au-delà du dernier maximum glaciaire. Eh bien, ce type de modélisation stratigraphique du récif, alors on peut le faire de façon réaliste, là il s'agit juste d'une illustration de principe avec une pente du récif avec une pente simple, et une évolution, une construction récifale qui est liée à la construction récifale pendant toute la déglaciation, avec comme entrée du calcul le niveau de la mer qui est représenté ici par la courbe en bleu avec une évolution depuis 20 000 ans jusqu'à l'actuel. La courbe d'entrée du niveau marin, c'est la courbe bleue dans le calcul. Le calcul tient compte paramétrise en fait la pousse des coraux en fonction de la profondeur. C'est essentiellement lié à la loi de Beer-Lambert d'atténuation de la luminosité en fonction de la profondeur. Les coraux en fait poussent essentiellement en liaison avec cette luminosité. Donc on a une loi très simple juste pour illustrer le calcul. Et lors de la remontée du niveau de la mer depuis 20 000 ans, avec le code de couleur 20 000 ans jaune de 14 000 depuis cet événement Meltwater Pulse 1A jusqu'à 5000 ans avant le présent. Les derniers 5000 ans sont représentés ici en gris. Pendant cette période de déglaciation, eh bien, on va construire ce massif carbonaté avec des couches successives, une pile d'assiettes qui remonte vers le niveau actuel. Alors, quand on fait cet exercice, il devient tout à fait évident en fait, que lorsqu'on fore offshore, ce qu'on va obtenir, eh bien, ce sont d'une part en profondeur des coraux représentatifs du niveau de la mer, et pour la partie sommitale de la carotte, ici c'est de l'eau de mer, ici pour cette partie sommitale, ce qu'on va récupérer, ce sont des organismes, des coraux peut-être, ou d'autres organismes, qui ont vécu à moins 90 mètres. Sur ce diagramme, vous voyez qu'ici on a la cote de moins 90 mètres. Donc ce que l'on va trouver dans ce carottage, s'il y a préservation, eh bien, ce sont des organismes qui ont vécu à ces profondeurs. Eh bien, et ensuite, on peut même simuler les forages. Donc, quand on fait la simulation du forage offshore, Brill numéro 4, là, eh bien, ce que l'on va trouver, c'est que les coraux ou les informations stratigraphiques datées avec nos outils de géochronologie vont effectivement nous permettre de reconstituer le niveau de la mer. Et puis, il va y avoir décrochage, c'est-à-dire ce qu'on va mesurer, ce qu'on va analyser, ce qu'on va observer dans ces carottages, eh bien, ce sont des organismes qui ont vécu en profondeur. Et donc, en faisant les datations, on va obtenir une courbe, mais c'est une courbe qui va être toujours en dessous du niveau de la mer. Pour obtenir le vrai niveau de la mer, il va falloir prélever d'autres carottages successivement. C'est pour ça que toutes les expériences que je vous ai illustrées, à la fois à la Barbade, Tahiti, j'ai parlé aussi de la Grande Barrière, et je vous ai parlé du futur avec... on va y revenir avec Hawaï. À chaque fois, l'exercice, c'est de faire des transects vers le large de carottage. On ne peut pas se contenter, comme on peut le faire pour d'autres carottages de sédiments meubles, on ne peut pas se contenter d'une carotte pour obtenir une continuité stratigraphique. Là, on est obligé de faire des trous répartis en fonction de la distance à la côte pour avoir toute l'information. Donc, et c'est quelque chose qui devient totalement évident quand on utilise ce type de petit modèle qui peut être ensuite utilisé en faisant des simulations beaucoup plus réalistes en tenant compte de la topographie et des contraintes que l'on peut avoir sur ces différents phénomènes. Alors, je vous ai dit que, donc, c'est ça qui explique en fait que les informations pour la Barbade directement au-dessus de cette carotte numéro 9, eh bien, elle correspond à des organismes, ici des coraux, plus profonds, qui sont en continuité stratigraphique, c'est la même carotte, mais ils ne sont pas représentatifs du niveau de la mer. Et ça, on le voit bien, puisqu'en fait, ce n'est pas la même espèce. On ne trouve plus les Acropora palmata ici pour ces profondeurs. Donc une complexité importante. Et ce qu'on peut même observer, c'est quasiment et c'est ça qui s'est passé aussi dans certaines îles, c'est qu'à cause de cet événement d'accélération du niveau de la mer,
ce Meltotroples 1A, eh bien, il y a des organismes, notamment les coraux, qui ont pu être noyés, complètement tués finalement par l'événement de hausse du niveau de la mer. Ils n'ont pas réussi à croître suffisamment pour pouvoir se maintenir. Et dans ce cas-là, ce qui va être observé dans les carottes, eh bien, ce sont d'autres organismes. Alors c'est effectivement ce qui se passe pour le cas de Hawaï. Donc, je vous ai déjà parlé du fait que le prochain espoir, dans le cadre de ces grands programmes de forage au large des îles du Pacifique, c'était maintenant Hawaï, avec la prochaine expédition IODP qui va se dérouler à l'automne 2023. Et ce que je vous ai dit, c'est que cette île, c'est une île très massive, très, très importante. Elle est caractérisée par... Elle s'enfonce en fait dans l'océan à cause de son poids, et donc il y a une subsidence de ces îles volcaniques, notamment de la grande île de Hawaï, et donc on retrouve des terrasses marines qui vont être à relativement grande profondeur, et donc les changements du niveau de la mer post-glaciaire ont ajouté leur effet à cette subsidence lente, relativement bien connue, de l'île de Hawaï. Alors, donc si les chercheurs et si la communauté a décidé d'aller à Hawaï, ce n'est pas uniquement pour faire plaisir au groupe de pilotage là, qui est essentiellement américain et australien, c'est aussi parce qu'il y a déjà de l'information à Hawaï, donc ça, j'en ai pas encore parlé, parce que justement, c'est en liaison avec ce Meltotroples 1A. Tout autour de la grande île, en fait, il y a eu des recherches qui ont été effectuées par des équipes essentiellement américaines ici, d'études de ces récifs sous-marins. Alors ici, vous avez une vue topographique qui vous montre qu'il y a des récifs sous-marins jusqu'à 150 mètres de profondeur, mais encore une fois, il faut tenir compte du fait que toute l'île descend, donc avec un taux de subsidence qui est de l'ordre de 2,5 mm par an, ce qui est colossal, c'est 10 fois plus que ce qu'on observe par exemple à Tahiti, qui est corrigé dans les enregistrements que l'on fait. Et puis en plus, pendant cet épisode du Meltotroples 1A, eh bien, il y a eu ces 40 mm par an qui sont venus se surajouter à des récifs qui sont tout à fait importants, mais qui ne sont que des récifs frangeants sur la côte. Il ne faut pas imaginer la grande barrière au large de Hawaï. Donc ce sont des récifs qui suivent le niveau de la mer, mais qui, en fait, c'est ça qui a été observé avec les données préliminaires qui ont été obtenues, qui ont été ennoyés vers 14 500 ans avant le présent. Donc c'est ça qui est récapitulé en fait sur ce diagramme qui est issu donc des publications préliminaires du groupe de pilotage de cette prochaine expédition. Et dans ce cadre-là, en fait, les échantillons ont été récupérés en fait en plongée. Alors il s'agit de plongée profonde, hein, c'est de la plongée assez technique, donc au-delà de 100 mètres de profondeur. Alors il faut plonger en trimix hypoxique, donc c'est des choses dangereuses. D'ailleurs, même un des co-auteurs, le co-auteur qui est le plongeur principal de cette équipe en est mort, hein, John Rooney, un plongeur de l'équipe de Miami. Et donc des échantillons qui ont été collectés comme ça vers 90 mètres de profondeur jusqu'à, comme vous le voyez, jusqu'à pratiquement 160 mètres de profondeur. Mais essentiellement, l'observation principale, c'est que les coraux qui correspondent aux récifs superficiels, eh bien, ils s'arrêtent vers 14 500 ans avant le présent. Et on a eu un ennoiement, drowning en anglais, donc le récif a été noyé vers 14 500 ans et a été remplacé en fait par d'autres organismes. Ici, vous avez des points qui correspondent à d'autres enregistrements, à d'autres archives dans les échantillons qui ont été récupérés à ces profondeurs par plongée, mais avec une incertitude bathymétrique beaucoup plus importante. C'est ça qui est représenté avec les grandes barres, c'est qu'en fait, il ne s'agit plus de coraux superficiels, il s'agit d'autres organismes. Alors c'est ça qui a été étudié par ses collègues, et qui les a conduits justement à proposer Hawaï comme nouvelle cible. Ici, vous avez un diagramme de principe avec les différents biotopes étudiés à Hawaï. D'une part, le récif corallien superficiel, entre 0 m et 10 mètres. Et puis, sur la pente, vous avez d'autres organismes, en particulier des algues corallines profondes, d'autres organismes encore.
Et dans les mêmes échantillons, on va pouvoir récupérer en plongée des échantillons qui vont être recouverts par ces organismes. Alors c'est ça qui a déjà été fait. Ici, c'est un diagramme de principe qui vous montre l'évolution du niveau de la mer, avec toujours ce meltwater pulse vers 14 500 ans avant le présent, une augmentation vers la cote 0 et une subsidence aussi de l'île lente qui doit être prise en compte. Et ce qui se passe, c'est que les observations montrent en fait une évolution dans le temps des organismes, des échantillons qui ont pu être prélevés par plongée. On évolue d'une part d'échantillons représentatifs du récif peu profond vers des échantillons qui contiennent encore des coraux anciens, mais qui ont été recouverts par d'autres organismes qui sont liés à ces grandes profondeurs et donc qui permettent en fait de reconstituer finalement l'histoire. Donc un des buts avérés de cette nouvelle expédition, ça va être de prélever d'autres carottages sur toute la pente pour essayer non pas d'avoir uniquement ce récif ennoyé qui est déjà connu, bon, il va être mieux documenté, mais d'avoir toute la succession pour voir pour essayer de comparer avec les autres sites actuellement disponibles, Tahiti, la Barbade, Grande Barrière de Corail, etc. Alors, donc voilà un peu l'état des lieux sur les enregistrements que nous avons à l'heure actuelle sur cet événement du Meltwater Pulse 1A, donc qui a été découvert en 1989 par Richard Fairbanks et que nous avons documenté avec lui au point de vue des datations absolues en 90. Bon, là, c'était des travaux que j'ai réalisés lorsque j'étais encore à l'université de Columbia, donc avec Richard Fairbanks. Et depuis, donc, on n'en sort pas. Il y a toujours cette incertitude chronologique 14 500 ou 14 000 et des incertitudes aussi sur l'amplitude, comme nous l'avons vu, qui est aussi liée à l'incertitude de nos informations bathymétriques, pas tellement chronologiques. Donc il y a une incertitude chronologique, mais aussi une incertitude sur la bathymétrie des différents enregistreurs. Et donc il faut cumuler les informations. Et le fait de les cumuler pour différentes zones géographiques est aussi important, parce que c'est ça qui va nous donner de l'information sur la source de la fonte des calottes de glace de l'époque. Alors ça va être le sujet en fait du reste du cours aujourd'hui, et qui va nous mener même peut-être jusqu'à la semaine prochaine, c'est d'essayer de déterminer quelle est la source principale de glace qui a généré cette accélération du niveau de la mer vers 14 500 ans avant le présent, Meltwater Pulse 1A. Et donc, je me suis mis à l'écriture inclusive, comme vous voyez. Donc, c'est juste pour signaler le fait qu'on ne sait pas. Il y a encore une incertitude, et c'est ça la question. Est-ce que c'est une seule calotte de glace qui a généré ce Meltwater Pulse 1A, ou est-ce que c'est collectivement plusieurs calottes de glace? Ici, une vue géographique en fait des calottes de glace qui étaient présentes pendant la dernière glaciation. Donc, encore une fois, l'Antarctique était là, un peu plus importante. La calotte laurentide sur le Canada, la calotte phénoscandienne, ici jusqu'à la calotte de la mer de Barents, etc. Le Groenland était là aussi, un peu plus gros. Et donc, le problème, à l'heure actuelle, pour ce Meltwater Pulse 1A, c'est d'essayer d'attribuer cette montée du niveau de la mer de l'ordre d'une quinzaine de mètres, 15-20 mètres, en l'espace de quelques siècles, 40 mm par an, à une ou plusieurs de ces calottes de glace du dernier maximum glaciaire. Alors, une des façons d'essayer de déterminer cette source de l'augmentation, de l'accélération du niveau de la mer, eh bien, qui est très élégante, c'est d'essayer de regarder les différentes informations et directement de faire la physique pour essayer d'attribuer la fonte à une ou une autre calotte. Alors, au premier ordre, on peut considérer l'augmentation du niveau de la mer comme un problème de vase communicant. Les calottes fondent dans l'Atlantique ou dans l'océan austral, etc. Et ça fait monter le niveau de façon équivalente partout sur la planète. Alors ça, c'est le premier ordre, mais en fait, c'est pas comme ça que les choses se passent, ni maintenant, ni dans le passé. En fait, la perte de masse d'une calotte de glace, elle va aussi avoir une influence sur l'attraction gravitationnelle de la calotte de glace sur l'océan. Donc, de façon très exagérée,
ce qu'il faut bien concevoir, c'est qu'en fait, une calotte de glace posée sur le continent, elle a une influence sur l'océan, elle a tendance à créer une pente. Hein, le niveau de la mer n'est pas horizontal à cause de cette attraction gravitationnelle de la glace sur l'océan. Et donc, lorsque cette calotte de glace perd de la masse, donc c'est le schéma B dans ce diagramme, eh bien, on voit que la calotte est beaucoup plus petite, et à cause de cela, eh bien, il y a une attraction gravitationnelle sur l'océan qui est moindre, et de façon complètement contre-intuitive, en fait, tout autour de la calotte de glace qui perd de la masse, le niveau de la mer, en fait, il va diminuer. Alors que, bien évidemment, on met de l'eau dans l'océan, donc globalement, en moyenne, l'océan, son niveau de la mer va augmenter. Et aux antipodes, c'est là où ça augmente le plus. Donc c'est un phénomène qui est très bien compris, qui est facile à calculer, mais qui doit être pris en compte. On ne peut pas considérer uniquement des vases communicants avec une géométrie terrestre fixe. Et ce qui est important, c'est que la prévision au premier ordre, c'est que s'il n'y avait qu'une seule calotte de glace, eh bien la fonte de cette calotte de glace devrait conduire à des sauts différents à Tahiti et à la Barbade, parce que ces deux calottes de glace ne sont, ces deux sites, Tahiti et la Barbade, ne sont pas du tout situés de façon équivalente par rapport aux calottes de glace, à l'hypothétique calotte de glace qui aurait fondu pendant cette période. Donc le simple fait qu'il y ait des sauts à peu près équivalents montre que c'est probablement plus complexe, qu'on est plutôt dans le pluriel. Il y a plusieurs calottes de glace qui ont contribué à ce Meltwater Pulse 1A. Alors ce changement de l'attraction gravitationnelle, c'est quelque chose qui intervient aussi à l'heure actuelle, c'est-à-dire que pour la fonte future, soit du Groenland ou de l'Antarctique, on va avoir exactement les mêmes effets. Il vaut mieux se placer, il vaut mieux être proche de la source de glace qui fond que d'être aux antipodes, parce que c'est là où le niveau de la mer va être beaucoup plus important. Son élévation va être plus importante. Ces phénomènes-là, ils sont aussi fondamentaux et ils sont rapides. C'est-à-dire à la différence de ce que je vous ai montré, encore une fois, j'ai rappelé ce qu'était le rebond isostatique post-glaciaire ou le réajustement glacio-isostatique. Ce sont des phénomènes très lents qui intéressent en particulier le manteau terrestre. On en a déjà parlé, mais toute la Scandinavie remonte. Au niveau de la mer Baltique, on a vu aussi que c'est vrai pour toute la baie d'Hudson. Il y a d'autres zones qui vont au niveau des bourrelets périglaciaires qui descendent. Donc ce sont des phénomènes qui sont très lents et qui interviennent encore aujourd'hui, qui font évoluer la durée du jour, par exemple, qui font évoluer les différentes masses ou les traits de côte à l'heure actuelle dans certaines zones. Alors que ces phénomènes de réajustement gravitationnel hydrostatique, eux, sont quasiment instantanés. Donc il y a une grosse différence, même si la modélisation va pouvoir tenir compte, et en fait la modélisation, on l'appelle glacio-hydro-isostatique, elle va tenir compte à la fois des modifications internes de la Terre, mais sur des échelles de temps très, très courtes, par exemple le Meltwater Pulse 1A, en l'espace de quelques décennies ou quelques siècles, eh bien les phénomènes de rebond isostatique post-glaciaire très lents, viscoélastiques, interviennent pratiquement pas. Ce qui va intervenir, ce sont ces phénomènes de réajustement hydrostatique, gravitationnel liés aux différentes sources de glace. Donc, bien avoir en tête que les phénomènes peuvent être très rapides pour ces phénomènes de réajustement gravitationnel liés à la glace et à l'eau, à la différence du réajustement viscoélastique beaucoup plus lent lié à la remise en forme de la Terre elle-même. Alors ces phénomènes-là, en fait, ils sont modélisés maintenant de façon tout à fait précise par des groupes de géophysique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les premiers calculs qui ont été réalisés sur cette attraction gravitationnelle et son influence sur les calottes de glace, on les doit à un mathématicien français, Joseph Adhémar, qui était très intéressé par les glaciations et les glaciers de l'époque. Il avait écrit donc un livre en 1842 qui s'appelle « Révolution de la mer ». Et à l'époque, en fait, Joseph Adhémar, il y avait très peu d'informations sur l'Antarctique. Il y avait quelques observations de loin ou sur la côte par James Ross et avant ça Dumont d'Urville.
Mais finalement, personne n'était allé au centre de l'Antarctique, personne ne savait qu'il y avait une masse absolument énorme, il y avait même des gens qui imaginaient qu'il y avait probablement autre chose au centre de l'Antarctique, donc personne n'avait d'idée sur la masse et l'épaisseur même de la calotte de glace de l'Antarctique. Et donc, Joseph Hadamard avait essayé de faire un calcul d'épaisseur de la calotte de l'Antarctique en tenant compte justement de cette attraction gravitationnelle des calottes de glace, en particulier de la calotte antarctique, qui est représentée ici, dans son ouvrage de 1842, sur l'océan. Hein, les trois cercles que vous voyez concentriques, c'est d'une part la Terre solide. Alors à l'époque, l'isostasie n'était pas connue, donc il avait supposé que c'était une sphère indéformable, et l'océan, qui est représenté ici avec des hachures, et les pointillés représentent l'atmosphère. Et donc l'hypothèse de Joseph Hadamard, c'était que l'océan, en particulier, était attiré vers la calotte antarctique. Et donc avec ça, en prenant des estimations moyennes de la profondeur de l'océan antarctique, de l'océan austral, comparé à l'océan arctique, il avait fait un calcul pour essayer de faire ce calcul, enfin cette estimation de l'épaisseur de la calotte de l'Antarctique. Alors malheureusement pour lui, en fait, les estimations qu'il avait sur la profondeur de l'océan austral étaient très exagérées, c'est-à-dire que les moyennes qu'il avait prises pour l'océan austral et l'océan arctique lui montraient une grande différence de profondeur qui n'est pas du tout correct. Et d'autre part, comme il ne tenait pas compte du réajustement isostatique, eh bien, il n'y avait pas de racine à cette calotte de glace de l'Antarctique, et le calcul qu'il avait obtenu était de 200 km à peu près, donc un facteur 10, enfin même plus que 10, trop fort, pratiquement un facteur 100, beaucoup trop important, de l'épaisseur de la calotte antarctique. Mais ces travaux ont été complètement oubliés par les modélisateurs, je dirais, de la nouvelle génération, et ça a été finalement redécouvert par toute une génération de modélisateurs qui s'intéressent à la fois au niveau de la mer actuelle et au niveau de la mer dans le passé. Donc ça, en fait, le principal chercheur qui a vraiment complètement renouvelé cette théorie et cette application à la fois au climat actuel, passé et futur, c'est un chercheur nord-américain, Jerry Mitrovica, qui travaillait à Toronto avant et qui maintenant est à Harvard, qui a fait donc des calculs pour montrer en fait ce qui se passe, cet effet gravitationnel rapide de la fonte d'une calotte de glace. Alors ça, c'est un calcul qui vous montre, théorique, avec deux cas un peu opposés. Un scénario numéro 1 avec une fonte de la calotte laurentide, c'est-à-dire située sur le Canada, et ce qui est représenté ici, c'est l'amplitude du saut du niveau de la mer observé pour les différents sites à l'échelle de la planète. Alors ici, il s'agit d'une amplitude qui est normalisée, c'est-à-dire qu'on suppose 1 mètre, ou 100 mètres, ou 10 mètres, peu importe, tout est normalisé à 1. Donc en moyenne, ça augmente de 1 partout, 1 mètre. Ça vaut pour le futur ou pour l'actuel, ou 10 cm, ça peut être 10 cm aussi, mais c'est encore une fois important pour tout ce qu'on fait actuellement sur le niveau de la mer futur spatialisé. Donc ce que l'on voit ici, c'est que si c'est la calotte de glace de la Laurentide qui avait perdu cette masse importante, équivalente à 1 mètre, eh bien, on devrait observer, d'une part, tout autour de la calotte, pour la zone bleu sombre, une diminution du niveau de la mer et une amplitude moindre, par exemple pour la Barbade. À chaque fois, tous ces diagrammes ont été réalisés dans le contexte d'étudier les différents sites dont je vous ai parlé, Tahiti, la Barbade et d'autres. Donc les triangles ici représentent les différents sites. Tahiti, que j'ai entouré encore une fois, et la Barbade. Donc on voit que s'il n'y avait que la Laurentide, que la calotte laurentide qui avait produit ce Meltwater Sahara, eh bien on s'attendrait à avoir uniquement une amplitude beaucoup plus faible à la Barbade qu'à Tahiti, et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'amplitude, elle est à peu près équivalente dans les deux sites. Et si c'était une source venant de l'océan austral, de l'Antarctique, en particulier de l'Antarctique de l'Ouest, qui est une des parties les plus fragiles en fait de la calotte antarctique, on va y revenir aujourd'hui, eh bien on s'attendrait à avoir exactement le contraire, c'est-à-dire un niveau de la mer, enfin un saut du niveau de la mer plus important à la Barbade que pour Tahiti. Donc en comparant en fait uniquement les données, c'est une méthode qui est très élégante, on doit pouvoir arriver à déterminer là où les sources de ces calottes de glace.
Et encore une fois, cette problématique, elle est appliquée à la spatialisation des changements du niveau de la mer qui ne sont pas équivalents suivant les zones géographiques dans l'océan et sur les traits de côte, pour le futur, dans tous les cas de figure. Alors, voilà un exercice en fait, que nous avions fait dans le cadre du papier de Tahiti, avec un groupe de modélisation japonais qui était intégré donc, à l'équipe. Ce qui est représenté ici, c'est une hypothèse où on a fait une fonte hypothétique, en fait 50-50 des calottes de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, pour produire un diagramme qui finalement est un peu intermédiaire aux deux que je vous ai présentés juste auparavant, pour montrer en fait qu'on s'attend à avoir pour Tahiti une amplitude un peu plus importante que pour la Barbade, mais pratiquement une équivalence. Alors ces calculs, en fait, ils ont été encore une fois poursuivis par d'autres groupes, et là, bon, je vous présente en fait, je dirais, le dernier essai de calcul de ces identifications, de ces attributions. On appelle ça du fingerprinting, c'est-à-dire qu'on va essayer en regardant uniquement les aspects gravitationnels, on va essayer d'attribuer et de trouver la signature, fingerprinting, donc les empreintes digitales de ces différentes calottes de glace. Donc c'est un calcul ici qui est lié à un groupe essentiellement anglais, qui a utilisé des modèles, différents modèles, avec des fontes de glace réalisées sur les trois calottes, Laurentide, Antarctique et Phénoscandienne, et des trois termes extrêmes, soit toute une fonte. Ici, c'est un diagramme de principe, encore une fois. Que se passe-t-il lorsqu'on a uniquement une fonte venant de la calotte Laurentide? Eh bien, on retrouve le même patron de changement avec une diminution ici et une augmentation très importante pour Tahiti. Le contraire pour une source venant de l'Antarctique et quelque chose d'un peu différent, mais finalement ressemblant à ce qui se passe pour la Laurentide, lorsqu'on a une fonte localisée essentiellement sur la calotte phénoscandienne. Et donc tout l'exercice est en fait d'attribuer, en faisant un calcul un petit peu inverse, en tenant compte des différents sites, des informations sur les différents sites, Tahiti et la Barbade qui sont les principaux sites, mais les autres aussi, pour essayer d'estimer les volumes de glace qui ont été perdus pendant cette période du Melt-Water-Pulse 1A et d'obtenir une information chiffrée sur ces différentes calottes de glace. Alors, toujours de la même étude, ici, tout calcul fait, vous avez les simulations du niveau marin avec le calcul optimal d'attribution de ces des fontes des trois principales calottes pour les différents sites, Tahiti, Barbade, plateau de la Sonde, la grande barrière de corail avec les deux transects, qui sont les informations principales à l'heure actuelle. Et donc, en gros, le calcul permet de mettre en évidence cette accélération du Melt-Water-Pulse 1A à Tahiti, qui est la mieux documentée. Pareil pour la Barbade ici. On a, avec ce décalage chronologique dont j'ai parlé auparavant, ici peu de précision, on va dire, sur le plateau de la Sonde au point de vue chronologique, mais on retrouve aussi quelque chose de raisonnable. Pour la grande barrière, les informations ne sont pas très impressionnantes. Ça, c'est les informations chiffrées. La modélisation montre une accélération qui devrait être observée. Les observations, elles sont très peu précises, ce qui fait que il n'y a pas vraiment de confirmation mais c'est quelque chose qui est pris en compte dans le calcul d'attribution pour essayer de calculer ces volumes. Alors pour aller encore plus précisément dans les détails, ici c'est toujours tiré de cette même étude qui a été publiée en 2021. Vous avez un zoom sur la remontée du niveau marin pendant le Melt-Water-Pulse 1A pour les 5 sites. Donc là c'est vraiment un zoom pendant la période d'augmentation. Donc on va dire il y a beaucoup de bruit. Alors il y a des choses, ça c'est Tahiti, la Barbade. Donc pour Tahiti, par exemple, on retrouve aussi que l'information stratigraphique, l'information paléobathymétrique la plus importante, ce sont ces fameux gastéropodes, là, les vermets que je vous ai montrés tout à fait au départ, qui sont vraiment l'information la plus précise sur cette période de temps qui est vraiment centrée sur le pulse. Il y a très peu de précision sur le pulse au niveau du plateau de la sonde. Les données pour la Grande Barrière, ici, même si
il y a des informations chiffrées sur la pente pendant cet événement de fonte généralisée Meltwater-Pulse 1A. Les points qui sont montrés ici, ce sont des points qui sont extrapolés. Donc c'est bon, la fiabilité n'est pas aussi grande. Il y a des choses, en préparant le cours, en fait, il y a des choses qui m'étonnent encore sur ces études récentes. En particulier, ici, il y a apparemment leur modélisation de la paléobathymétrie est très étonnante, serait bimodale, ce qui est, à mon avis, impossible. Il y a aussi probablement une exagération aussi de la précision pour la Barbade. Comme je vous l'ai dit, sur l'information paléobathymétrique des coraux de la Barbade, en particulier Acropora palmata, n'est pas aussi précise que ce que nous avions nous-mêmes publié, mais encore une fois, là, les modélisateurs n'ont pas pris ça en compte dans le calcul. Ce qui fait que c'est un exercice élégant, et au final, voilà le résultat, tout calcul fait, on va dire, de l'attribution des 20 mètres, les 20 mètres de GMSL, c'est-à-dire Global Mean Sea Level, l'évaluation de cette augmentation du Meltwater-Pulse 1A, qui au total est de l'ordre d'une vingtaine de mètres. Elle est attribuée pour l'essentiel à la Laurentide, très peu à l'Antarctique, et pour une valeur un peu intermédiaire à la calotte phénoscandienne. Alors encore une fois, c'est un exercice qui est élégant, qu'on avait déjà aussi partiellement fait auparavant. Les premiers à l'avoir fait, c'était l'équipe de Jeremy Trovica, encore une fois, au début des années 2000. Vu les incertitudes, je ne suis pas encore complètement convaincu qu'il n'y a rien qui vient de l'Antarctique, en particulier parce que je vais vous montrer qu'en fait, on a d'autres évidences, il y a d'autres techniques pour essayer d'attribuer les sources, comme nous allons le voir maintenant. Un calcul qui est le plus récent, je voulais vous le montrer, mais vu ce que je vois ici, a priori sur les problèmes de reconstitution paléobathymétrique, qui sont à la fois trop précis ici et puis, à mon avis, impossibles à ce niveau-là, et des extrapolations sur l'information venant de la Grande Barrière, le calcul est probablement encore sujet à débat et encore une fois, on attend encore une fois les prochains forages qui vont être réalisés à Hawaï. Alors, il y a d'autres techniques qui vont permettre d'identifier les sources de glace pendant cette période du Meltwater-Pulse 1A. Elles sont, encore une fois, alors là, on ne va pas obtenir quelque chose de très élégant, on va pouvoir obtenir d'un coup les trois informations en même temps, comme on peut le faire avec les considérations physiques sur la gravitation, mais en se rapprochant de chaque calotte, puisqu'il y a eu de la fonte, soit d'iceberg, soit de fleuve, ça doit se voir. C'est quelque chose qui doit se voir lorsqu'on se rapproche des différentes calottes de glace et qu'on va aller chercher des archives qui vont être proximales, qui vont être obtenues à proximité de ces différentes calottes de glace. On devrait pouvoir identifier et peut-être remonter à une certaine quantification des volumes débités par chaque calotte de glace. Mais encore une fois, c'est plutôt une approche qui permet d'identifier, de montrer que c'est significatif. Le fait de quantifier relativement une source par rapport à une autre, comme on va le voir, est encore problématique. Mais c'est déjà bien de pouvoir dire, voilà, il y a eu aussi une source pour telle et telle calotte. Alors, le retrait des glaciers laisse des traces géomorphologiques à terre, en mer aussi, comme on va le voir, mais un glacier qui recule va laisser des moraines, des roches, des blocs xératiques, d'autres morphologies, des roches moutonnées et autres. Ici, c'est juste des diagrammes de principe qui montrent en fait les différents types de moraines et de morphologie glaciaire. Et donc, ces moraines ou ces morphologies glaciaires ou ces blocs xératiques qui vont être découverts par le retrait, par la fonte d'une calotte de glace ou d'un glacier, vont pouvoir être datés. On peut dater, alors il y a plusieurs techniques, si on a de la chance, il y aura des morceaux de matière organique, des bois et autres qui vont pouvoir être datés au radiocarbone, mais de façon plus systématique, on peut dater les blocs xératiques qui vont être découverts en mesurant leur temps d'exposition au rayonnement cosmique, en faisant la mesure de ce que l'on appelle des nucléides cosmogéniques qui vont être formés directement dans les minéraux.
Alors, suivant les types de minéraux, on ne va pas avoir exactement les mêmes isotopes, mais en gros, il faut s'attendre à avoir une augmentation au cours du temps. Lorsqu'il y a découverte de ces retraits glaciaires, on va pouvoir faire ces mesures. Alors, elles ne sont pas aisées, il faut un accélérateur de particules encore plus conséquent que ceux que je vous ai montrés la semaine dernière. Donc ça, c'est l'accélérateur de particules national qui est installé dans mon labo au CEREG à Aix-en-Provence, qui s'appelle Astérisque, qui sert la communauté nationale, qui est un accélérateur de 5 mégavolts qui permet justement de faire ces mesures de ces isotopes très particuliers, le beryllium 10, l'aluminium 26, le chlore 36, le carbone 14, on le fait avec un autre accélérateur, mais c'est aussi un cosmogénique qu'on peut mesurer dans les moraines, et il y a d'autres qui sont des gaz, mais qu'on ne mesure pas au CEREG. Donc on va pouvoir estimer en fait l'âge des différentes moraines, et c'est ça qui, cumulé sur des décennies, a permis avec d'autres informations, des informations géologiques, niveau des lacs et autres, de reconstituer le retrait post-glaciaire des différentes calottes de glace, en particulier de la Laurentide, puisque là je vais essayer de vous montrer les informations que l'on a directement à proximité de cette calotte Laurentide, pour essayer de voir, d'identifier, de voir s'il y a effectivement eu une fonte importante pendant cet événement du Melt-Topol-Sahara. Donc voilà des reconstitutions en fait qui sont. Donc il faut imaginer des centaines d'études qui ont été compilées, datées et qui permettent de reconstituer le retrait glaciaire. Donc ici vous avez 4 vues qui synthétisent en fait le retrait glaciaire. Ici à 17 000 ans, ici à 13 000 ans avant le présent. Alors là juste en preview, ici vous avez formation, on va le voir de façon plus précise, on va avoir une ouverture entre les deux parties de la calotte de glace Laurentide qui était avec plusieurs dômes. Il y avait un dôme qui était accroché sur la cordillère nord-américaine et un autre dôme qui était localisé, situé au-dessus de la baie d'Hudson. Et on va voir qu'à un moment, il y a eu séparation entre les deux dômes, formation d'un corridor qui va être important pour le peuplement américain. On y reviendra dans les prochains cours. Mais bon, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment ce qui s'est passé au niveau glaciologique. Donc, on a de l'information sur l'extension au cours du temps de la calotte Laurentide, et on peut aussi faire de la modélisation numérique. Alors, c'est d'autres collègues climatologues qui font de la modélisation numérique de l'écoulement des calottes de glace, en utilisant des codes qui sont un peu similaires à la modélisation atmosphérique, mais qui tiennent compte en fait des particularités des calottes de glace pour la mécanique de la glace. Et en particulier, il y a plusieurs processus. En fait, ces modèles d'écoulement de la glace, des calottes de glace de façon réaliste, vont être très lié à l'état de l'eau, soit sous forme de glace, soit sous forme d'eau, en particulier au niveau de la base de la calotte de glace. C'est ça qui va plus ou moins faciliter la lubrification et l'écoulement de la glace, s'il y a effectivement présence d'eau liquide en base de calotte. Donc, et le climat modélisé peut être aussi couplé donc, au modèle d'écoulement de la glace, et c'est lui qui va aussi agir sur le modèle glaciologique pour plus ou moins faire fondre cette glace. Et on est obligé aussi de tenir compte de l'isostasie parce que au fur et à mesure de la fonte de la calotte de glace, eh bien, tout va remonter, et donc la même parcelle de glace, elle va pouvoir monter en altitude pendant la déglaciation. Donc il faut tenir compte en fait dans ces modélisations qu'on ne va pas détailler, mais pour essayer de calculer l'écoulement de la glace et simuler cette calotte Laurentide et avec les mêmes codes le futur des calottes de glace du Groenland et de l'Antarctique, il faut tenir compte de termes qui vont être à la fois très lents comme l'isostasie et beaucoup plus rapides comme les fluctuations climatiques au-dessus. Alors, pour cette période de déglaciation et cet événement du Melt-Topol-Sahara, eh bien, il y a en particulier une étude élégante qui a été réalisée par un groupe anglais, piloté par ici une Française qui est à l'université de Leeds à l'heure actuelle, qui est prof Lorraine Grégoire, qui a montré avec un modèle en fait, qui simule la dynamique et l'écoulement de la glace pendant toute la déglaciation, la calotte Laurentide, que cette calotte Laurentide en fait, s'est ouverte de façon accélérée vers
vers 14 000 ans, entre 14 et 15 000 ans avant le présent, il y a eu formation de ce corridor entre la partie résiduelle de la calotte de la Laurentide, accrochée sur la cordillère, donc ce n'est pas la Laurentide, c'est la calotte cordillère, et la calotte résiduelle, ici, donc vous avez la situation simulée, ce qui est représenté ici en gris avec les épaisseurs, c'est la modélisation par le calcul explicite de cette évolution climatique de la calotte Laurentide pour cette époque, avec ouverture. Alors, ce qui se passait, c'est que pour la période qui précédait justement cette ouverture du corridor, il y avait en fait essentiellement deux dômes qui étaient reliés par ce que l'on appelle une selle. Il y avait une selle entre les deux, et c'est cet effondrement en fait de cette partie de la calotte qui faisait la jonction entre les deux dômes, le dôme accroché sur la cordillère et le dôme situé au-dessus de la baie de Dunson. C'est cet effondrement de cette jonction qui aurait généré, d'après le calcul de Grégoire et al., publié en 2012, qui a été aussi actualisé avec plus de données et plus de modélisation sur les aspects de réajustement isostatique, c'est ça qui aurait donné une accélération dans la modélisation qui serait équivalente à l'événement du Melt-Topples 1A. Donc, là, je vous montre une petite simulation qui montre un petit peu les choses par calcul. Enfin, c'est directement une vue qui était un ajout à l'étude de Lorraine Grégoire, qui était à l'époque à l'université de Bristol, c'était, je crois, sa thèse. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un effondrement de cette selle, de cette partie entre les deux calottes, très rapide, qui aurait généré une partie de ce Melt-Topples 1A. Alors, il y a eu d'autres modélisations qui ont été réalisées sur cette calotte Laurentide. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a différents types de modélisation qui prennent en compte justement cette dynamique de la glace, le réajustement isostatique post-glaciaire, les données locales à la fois des moraines et les données de niveau de la mer relativement proches. Et ces deux calculs montrent en fait qu'une contribution arrive à simuler une augmentation de la calotte, du niveau de la mer, donc une fonte de la calotte Laurentide. Ici, il s'agit de la masse, exprimée soit en équivalent eustatique en mètres, soit ici exprimée en volume de glace en millions de kilos par mètre cube. Donc vous avez deux groupes en fait qui ont publié à des périodes différentes, mais globalement le message est le même. Il y a eu apparemment dans le calcul une simulation d'une accélération vers 14 000 ans, 14 500 ans avant le présent, donc qui correspond à cet événement du Melt-Topples 1A, qui était de l'ordre pour ce calcul-là de 11 mètres, pour ce calcul plus récent de l'ordre de 8 mètres. Donc une identification que effectivement il y a eu une source venant de la calotte Laurentide, donc qui serait pratiquement de la moitié. Donc là, on rejoint le calcul élégant qui était lié au calcul de gravitation. C'est une confirmation un petit peu de l'autre calcul. Alors il y a d'autres techniques qui permettent aussi de voir matérialiser en fait cette fonte de la calotte Laurentide, qui est de regarder les flux des fleuves qui sont intervenus après la déglaciation ou pendant la déglaciation. Donc ici, vous avez une vue en fait imagée qui représente la calotte Laurentide, ou cette calotte résiduelle pour la période ici de 13 000 ans avant le présent, peu importe, mais avec deux dômes et la calotte sur la cordillère. Là, on était au milieu de la déglaciation, donc on a une calotte qui avait partiellement fondu. Bon, il était possible de passer à pied sec, on y reviendra, entre la Sibérie et le sud du continent américain, mais ce qui est important, c'est qu'il y avait cette eau de fonte qui provenait de la calotte Laurentide, elle pouvait avoir plusieurs exutoires. Il y a un exutoire qui est totalement évident, qui est le sud, via le Mississippi et d'autres fleuves encore, le fleuve Hudson, le Saint-Laurent, ou vers l'océan Arctique, vers le fleuve Mackenzie.
Et donc, il est possible, en fait, pour essayer de toujours avoir ces signatures, fingerprinting, d'essayer de regarder ce qui se passe dans les sédiments, en particulier pour le Mississippi. Des chercheurs sont allés retrouver des sédiments marins au large du Mississippi pour essayer d'identifier les sources d'eau de fonte. Alors, c'est ça qui a été fait ici dans ces... Alors, c'est quelque chose qui a commencé, qui a été fait depuis pratiquement les années 70. Bon, il y a des chercheurs qui avaient tout de suite pensé à essayer d'identifier ces sources de fonte d'eau dès les années 70, avec des papiers de Emiliani et Kenneth et Shackleton, donc des papiers pionniers. Ici, il s'agit d'une vue déjà ancienne, justement, d'un papier de 1989 qui montre en fait un traceur de cette eau de fonte qui sont les isotopes de l'oxygène, le rapport O18 sur O16. On l'a déjà vu, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Je vous ai dit qu'en fait, il y avait une énorme différence de composition isotopique entre les calottes de glace et l'océan. Il y a pratiquement 30 pour 1000, 3% de déficit d'O18 dans les glaces. Donc il est clair que quand une calotte de glace fond, directement dans le fleuve, on va pouvoir échantillonner en fait une composition isotopique qui va être très diluée. Alors, comme les choses, alors il est possible de mesurer cette composition isotopique dans des organismes, dans des fossiles, en particulier ce qu'on appelle des foraminifères planctoniques, qui sont trouvés dans ces sédiments au large du Mississippi. Et ce que l'on voit en fait dans ces et que l'on peut dater aussi par le radiocarbone, c'est ça qui était indiqué sur ce diagramme, c'est qu'au cours du temps, alors ici il s'agit de la profondeur directement dans la carotte, donc il faut imaginer les temps les plus anciens ici et les temps les plus récents ici. Quelques datations sont indiquées en superposition. Le delta O18 est représenté avec une échelle inversée, ce qui fait que là, quand on monte sur cette échelle, eh bien, on a une diminution du rapport O18 au 16, et donc ce que l'on retrouve, en fait, c'est qu'il y a eu des minima, donc on augmente sur ce diagramme, on monte sur ce diagramme lorsqu'il y avait dilution par de l'eau douce venant du fleuve Mississippi, donc là, vers 14 000 ans, vers ici, mal daté, entre 14 600 et 14 000 ans. Donc la zone qui nous intéresse, alors il y a eu d'autres études beaucoup plus récentes avec une meilleure résolution. Ici, je vous présente donc une des études qui est la plus complète, on va dire, sur ces aspects de delta O18 directement au sud du Mississippi, dans un bassin océanique qui est directement proche de l'embouchure, avec des enregistrements isotopiques, toujours le delta O18, avec calculé en anomalie, avec des minima, donc on monte sur ce diagramme, pendant cette déglaciation, avec une échelle de temps ici qui vous est représentée. Donc on a des événements. Alors quand on regarde 14 500 ans avant le présent, eh bien, il n'y a pas d'événements très, très importants. Il y a des événements un peu après, des événements un peu avant, mais 14 500 ans avant le présent ne correspond pas véritablement. Il y a en plus un trou dans l'échantillonnage, probablement lié à la stratigraphie, peut-être lié justement même à cet événement, mais il n'y a pas vraiment une évidence. Il y a une évidence de fonte, ça c'est très très clair, c'est-à-dire que tous ces événements sont liés au flux de la calotte laurentide, qu'on va pouvoir essayer de quantifier, mais il n'y a pas un seul événement qui corresponde à cet événement de hausse du niveau de la mer à 14 500 ans avant le présent. Alors, il est possible d'aller encore plus loin dans les calculs, c'est ce qu'ont fait certains chercheurs, en essayant de modéliser en fait la géomorphologie du bassin versant du Mississippi au cours du temps. Parce que, encore une fois, il faut avoir en tête que pendant la déglaciation, il y avait cet énorme glaçon situé sur le Canada, ça fondait donc au cours du temps, une partie du flux pouvait passer dans le bassin versant du Mississippi, c'est ça qui est indiqué ici. Ici, vous avez une carte qui vous présente les différents termes du problème, avec la morphologie à 14 500 ans avant le présent, donc juste avant au moment en fait, du Meltotropos Sahara, la calotte résiduelle de la Laurentide, avec sa composition isotopique moins 25 à moins 38 pour 1000, et le bassin versant de l'époque qui avait comme exutoire le Mississippi. Donc ici, il s'agit du bassin versant modélisé à partir de la topographie de la calotte laurentide. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être fait au cours du temps. Alors pourquoi c'est compliqué ? C'est que non seulement il faut tenir compte du fait que la calotte laurentide, eh bien, elle fond, donc son bassin
versant où l'écoulement de l'eau de fonte va varier au cours du temps en fonction de la géométrie, mais en plus, il y a une remise en forme à l'échelle terrestre, mais aussi à l'échelle continentale. Lorsqu'il y a disparition de la calotte laurentide, eh bien, il va y avoir une déformation, une remise en forme en fait, du bassin versant du Mississippi au sud de la calotte laurentide. Donc on va avoir formation il y a des lacs proglaciaires, en particulier un lac qui s'appelait le lac Agassiz, mais une géométrie en fait, de tout le bassin versant du Mississippi qui évolue dans le temps pour aller vers l'océan. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, en particulier parce que toute la zone située au sud est dans cette zone du bourrelet périphérique, périglaciaire, qui va avoir tendance à descendre pendant la déglaciation. Donc on va avoir une augmentation, de façon assez simple, de l'étendue du bassin versant. Alors c'est ça qui a été modélisé par ce groupe de modélisation, avec différentes représentations de la calotte laurentide, au cours du temps. Donc je me présente là juste deux vues venant de leur publication. Une vue qui représente le bassin versant du Mississippi pour la période vers 20 000 ans avant le présent, ici pour la période à 14 500 ans avant le présent, pour 4 représentations. Alors ici, il y a 2 modèles canadiens, un modèle australien, ANU, c'est l'Australian National University, et la calotte de glace en fait, qui avait été reconstituée, modélisée par Lorraine Grégoire en 2012, qui est représentée ici en jaune. Et donc on voit qu'il y a une évolution, d'une part, entre les différentes représentations de la calotte, il n'y a pas la même géométrie de la calotte, la même masse non plus, donc les bassins versants ne sont pas équivalents. Donc l'intérêt du papier, c'est aussi de regarder les différences entre les modélisations, mais en plus, on peut voir l'évolution temporelle. Et ce qui peut être fait aussi, c'est ça qui a été fait dans le cadre de cette étude, c'est de modéliser l'évolution du débit du Mississippi pendant la déglaciation. Parce qu'on a toute l'information, on a le volume de glace, on a le bassin versant qui est simulé avec sa déformation, et on peut calculer les flux du Mississippi pendant la déglaciation. C'est ça qui a été fait depuis 20 000 ans, et en les comparant avec des flux qui vont pouvoir être reconstitués à partir du delta O18. Alors c'est ça qui est fait sur ce diagramme, avec les différentes calottes de glace, celle de Lorraine Grégoire, les autres aussi. Ici, c'est tout exprimé en flux du fleuve Mississippi exprimé en mètres cubes par seconde, donc des flux qui peuvent monter jusqu'à 100 000 mètres cubes par seconde, donc beaucoup plus important que le flux actuel. Et on peut aussi, c'est ce qu'ont fait les chercheurs, on peut tout convertir, puisqu'on a les différentes compositions isotopiques, bon, encore une fois avec des incertitudes, mais on peut les prendre en compte, des incertitudes sur les compositions isotopiques de la calotte de glace, de l'océan, des précipitations, et on peut représenter tout sous la forme d'une échelle du delta O18. Donc c'est ça qui a été réalisé dans le cadre de cette étude, avec une évolution pour le delta O18 pour les différentes modélisations. Donc à la fois, ici en jaune, les calottes de Lorraine Grégoire qui s'effondrent après le Meltwater Sahara avec un maximum correspondant à peu près à cette période, et les autres calottes avec des flux très importants, mais qui ne sont jamais synchrones avec l'événement du Meltwater Sahara. Donc c'est ça, c'est un des messages aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment une correspondance exacte. Il y en a un seul qui donne des choses à peu près synchrones, c'est le modèle de Grégoire 2012. Alors on s'y attendait, puisque c'est ça qui avait permis de faire la corrélation avec le Meltwater Sahara, mais il est indéniable en fait que ici on a une surestimation très importante en fait des flux de la calotte laurentide vers le Mississippi avec ces autres modélisations. C'est d'ailleurs une autre vue du problème qui a été publiée dans le cadre de cette étude, c'est de reconstituer le flux cumulé, ce qui est représenté sur ce diagramme, c'est au cours du temps, en prenant en compte la déformation, à la fois la fonte de cette calotte de glace et la remise en forme du bassin versant, la contribution du Mississippi à la remontée du niveau marin. Alors pour certaines calottes de glace simulées, calottes là, du modèle canadien, on a des estimations qui sont entre 9 et 16 mètres, jusqu'à pratiquement 19 mètres pour le modèle australien ici, donc très exagéré.
comme flux cumulé. Donc, le Mississippi aurait été responsable de pratiquement 20 mètres. Donc ça veut dire que la contribution de la Laurentide serait encore plus grande, parce qu'il n'y a pas eu que le Mississippi, hein. Il y a eu le Saint-Laurent, et plus tardivement encore, il y a eu aussi un exutoire vers le nord, vers la Mackenzie et l'océan Arctique. Donc il est très clair que là, on surestime très notablement, et ça devient totalement incompatible avec les données isotopiques du delta O18, que l'on peut aussi prendre en ligne de compte. En fait, le seul calcul qui soit à peu près compatible avec les données isotopiques, ce sont les calottes en fait, qui avaient été simulées par Lorraine Grégoire, avec une estimation cumulée en fait, de l'impact de cette fonte des glaces sur le niveau de la mer à de l'ordre de 4 à 5 mètres, ce qui est déjà très significatif. Donc, bon, c'est une autre, je dirais que c'est. Alors, il y a une correspondance à peu près, une augmentation importante qui correspond au Meltotopol 1A, et bien évidemment, en chiffres cumulés, ensuite, on a une stabilité, hein, puisqu'on s'arrête en fait de fondre, mais on a une estimation qui est raisonnable dans ce cadre-là et qui est à peu près compatible avec l'estimation du delta O18. Donc, finalement, le résultat des courses, je dirais, de cet autre exercice d'identification de signatures avec les isotopes, avec est compatible avec une source venant de la Laurentide significative de plus de 5 mètres. Hein, si la contribution du Mississippi, c'est déjà 5 mètres, ça veut dire que la contribution totale de la Laurentide à cet événement était probablement un petit peu plus élevée. Mais donc on confirme un petit peu la présence de cette signature de la Laurentide, mais comme on le voit, c'est tout à fait insuffisant pour expliquer la totalité du Meltotopol 1A, qui est de l'ordre d'une quinzaine de mètres. Donc on va être obligé d'aller rechercher d'autres signatures avec les autres calottes, la calotte phénoscandienne et la calotte antarctique. Alors on s'en doutait un petit peu avec ces exercices de calcul d'attraction gravitationnelle qui signalaient le fait que ça ne pouvait pas être une seule calotte, ça ne peut pas être uniquement la Laurentide, puisqu'on a vu que si c'était uniquement la Laurentide, on devrait avoir un saut de niveau de la mer beaucoup plus important à Tahiti par rapport à la Barbade, ce n'est pas le cas, mais on voit qu'il y a une composante significative finalement de la Laurentide, on s'en doutait, qui est de l'ordre de pratiquement un tiers, si on en croit ces modélisations. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, donc, nous envisagerons en fait les deux autres calottes, et pour ensuite replonger vers d'autres aspects importants, et là qui intéressent plutôt la préhistoire. Je vous remercie de votre attention.